Il y a ce qu'on appelle la laryngectomie partielle. La laryngectomie partielle, c'est une chirurgie qui va respecter l'anatomie fonctionnelle du larynx. Et l'anatomie fonctionnelle du larynx est représentée par la corde vocale et le cartilage aryténoïdien. Et donc la chirurgie partielle, c'est une chirurgie qui va respecter à la fois la corde vocale et les aryténoïdes. Et donc le patient va garder quand même sa voix, même s'il est un peu rauque, un peu modifié, mais c'est un patient qui va parler, même si on fait l'exérèse d'une partie de son larynx, que ce soit par une partie horizontale ou bien par la partie verticale. La trachéotomie ici est provisoire dans les 7 premiers jours, bien sûr, qui survient après le geste chirurgical. Donc ce sont des patients qui vont bénéficier d'une sonde nasogastrique et d'une canule de trachéotomie provisoire entre 7 et 10 jours, et par la suite on va faire le sevrage. Et donc ce sont des patients qui vont parler, qui vont respirer et qui vont s'alimenter d'une manière normale. La différence entre les deux types de la chirurgie, c'est que la chirurgie partielle s'adresse pour les tumeurs initiales, pour les tumeurs de premier stade, une tumeur qui vient bien sûr de se développer pour les petites tumeurs. Par contre, la chirurgie totale, c'est une chirurgie qui s'adresse aux tumeurs évoluées et aux tumeurs étendues. La chirurgie ganglionnaire, donc c'est un curage ganglionnaire. On va réaliser donc notre curage ganglionnaire, c'est l'ablation de tous les ganglions qui bien sûr participent dans le drainage lymphatique du larynx, même si elles sont sains. Et là on parle de ce qu'on appelle le curage de principe, curage préventif. Et lorsqu'on a des adénopathies, c'est un curage de nécessité. On est obligé de réaliser ce curage ganglionnaire parce qu'on est devant une adénopathie métastatique. Et donc il y a deux types de curage ganglionnaire. Curage de principe, lorsqu'on n'a pas d'adénopathie détectable, que ce soit par la clinique ou bien par l'imagerie. Et vous avez le curage de nécessité lorsque le patient présente une adénopathie métastatique. Vous avez une autre classification entre le curage fonctionnel et le curage radical. Le curage fonctionnel et le curage radical, la différence entre les deux, c'est le sacrifice de l'un des 3 éléments qui permettent de caractériser ce genre de curage. Vous avez la veine jugulaire interne, vous avez le nerf spinal, vous avez le muscle sternocléidomastoïdien. Lorsqu'on respecte ces 3 éléments, on parle de curage fonctionnel. C'est juste l'ablation des adénopathies en respectant ces 3 éléments. Mais lorsqu'on sacrifie un ou deux de ces éléments, on parle de curage radical, parce que quand même l'adénopathie a envoyé un de ces éléments-là. Pour la radiothérapie, généralement c'est une radiothérapie post-opératoire, parce que ce genre de patients à opérer pour un cancer de larynx vont bénéficier d'une radiothérapie post-opératoire. Et lorsqu'on parle de la radiothérapie post-opératoire, en matière de cancer du larynx, c'est une cobaltothérapie. C'est une radiothérapie externe. Et dans cette radiothérapie externe, il faut différencier 2 genres de radiothérapie. Il y a la radiothérapie post-opératoire à visée préventive, qui prévient les récidives, que ce soit les récidives ganglionnaires ou bien les récidives tumorales. Et le deuxième type de la radiothérapie, c'est la radiothérapie post-opératoire curative. La différence entre les deux, c'est le résultat qu'on va voir par la suite après notre geste chirurgical lors de la lecture de la pièce opératoire. Parce que lorsqu'on fait l'exérèse du larynx et l'exérèse des adénopathies, on va l'adresser à l'anatomopathologiste pour avoir une lecture. Donc pour le larynx, la lecture qu'il va faire le larynx a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est qu'il va confirmer le type histologique de la tumeur. On nous répond que c'est un carcinome épidermoïde du larynx. Deuxième objectif, toujours sur le larynx, c'est la lecture des marges d'exérèse. On va nous dire est-ce que les marges d'exérèse sont saines ou bien envahies. Et sur ces critères-là, va se baser le type de la radiothérapie. Lorsqu'ils sont saines, on parle de la radiothérapie préventive. Le patient va bénéficier juste d'une radiothérapie préventive. Lorsque les marges d'exérèse sont envahies, le chirurgien est devant 2 situations, 2 cas de figure.
soit elle va reprendre le patient, va réopérer le patient pour faire l'exérèse des résidus tumoraux qui ont été laissés lors du premier geste chirurgical, ou bien, lorsque le geste chirurgical est impossible dans ce cas-là, elle va adresser son patient au radiothérapeute pour une radiothérapie post-opératoire curative. La différence entre les deux, c'est la dose. Dans la radiothérapie préventive, qui prévient les récidives, la dose ne dépasse pas 50 degrés. Et lorsque la radiothérapie post-opératoire à visée curative, la dose arrive à 60 degrés. Le deuxième facteur de lecture aussi anatomopathologiste, c'est sur les adénopathies. Sur les adénopathies, parce que l'anatomopathologiste va faire la lecture de la pièce, le larynx, et donc il va parler du cancer du larynx, carcinome épidermoïde, il va parler des marges d'exérèse. Ça, c'est sur le larynx. Sur les adénopathies, la lecture est autrement faite parce qu'elle va parler du nombre de ganglions que vous avez réséqués. Donc, elle va compter sur la pièce du curage ganglionnaire, elle va compter le nombre de ganglions, c'est le N, et elle va aussi étudier ce qu'on appelle la rupture capsulaire. Sur ces adénopathies, elle va faire la lecture de la rupture capsulaire. Elle va chercher est-ce que ces adénopathies sont en rupture capsulaire ou non. Parce que c'est ça le facteur, le troisième facteur, qui va parler soit de la radiothérapie préventive ou bien de la radiothérapie curative. Lorsqu'on est devant une rupture capsulaire, lorsqu'on est devant des adénopathies en rupture capsulaire, la dose doit être à 60 degrés, à visée curative et pas à visée préventive. Et donc c'est ça la différence entre la radiothérapie post-opératoire préventive et la radiothérapie post-opératoire curative. Et c'est pour cette raison le radiothérapeute n'accepte pas le malade sans compte rendu opératoire, sans scanner et sans lecture anatomopathologiste. Donc ce sont les trois pièces à fournir au radiothérapeute pour accepter son malade pour le traitement radiothérapique. Une autre chose, c'est que la radiothérapie nécessite toujours ce qu'on appelle la préparation dentaire. Une préparation dentaire, parce qu'on sait très bien que la radiothérapie a des effets indésirables sur la dentition. Et donc va avoir des complications dentaires qui vont exposer au risque de ce qu'on appelle la radionécrose, l'ostéoradionécrose. L'ostéoradionécrose est une complication grave de la radiothérapie et qui est favorisée par les dents. Et lorsqu'on a une ostéoradionécrose de la mandibule, on peut carrément faire recours à une chirurgie de rétablissement de la continuité de la mandibule. C'est la mise en place soit des plaques, soit par un lambeau micro-anastomosé de péroné. Et donc il faut toujours préparer votre patient, toujours une consultation chez un dentiste précède la radiothérapie. Et donc le dentiste, soit il va faire ce qu'on appelle les gouttières fluorées. Les gouttières fluorées c'est la confection des gouttières qui vont protéger les dents lorsque le patient va recevoir la radiothérapie, ou bien carrément les extractions dentaires. Parce que généralement, dans la plupart des temps, ce sont des patients qui ont une mauvaise dentition avec des pertes dentaires très importantes. Et donc, il y a quelques dents qui sont encore en place. Et dans ce cas-là, le dentiste peut faire l'extraction dentaire totale. Et dans ce cas-là, vous allez prévenir cette ostéoradionécrose. Si le patient a une bonne dentition, et dans ce cas-là, il faut protéger les dents par des gouttières fluorées qui prévient donc ce risque d'ostéoradionécrose. La chimiothérapie aussi, que ce soit d'une manière d'induction ou bien d'une manière palliative, devant des patients inopérables, devant des patients qui ont une tumeur très développée, une tumeur avancée. Dans ce cas-là, on peut bien sûr indiquer ce qu'on appelle la radiochimiothérapie palliative. Généralement, il n'y a pas beaucoup de résultats en matière de traitement palliatif. C'est un stade avancé, dépassé. Et donc, c'est juste à visée palliative
juste pour diminuer la douleur et pour accompagner le patient dans sa fin de vie. Là, on a déjà parlé de ça, donc la surveillance carcinologique. C'est de la même manière devant tout cancer, c'est les mêmes objectifs, c'est le même protocole, le même rythme. Voilà, donc juste pour finir ce cours de cancer de larynx, il faut prévenir ce cancer de larynx. Et pour prévenir ce cancer de larynx, il faut s'attaquer aux facteurs, bien sûr, qui exposent, au facteur de risque principal de ce cancer, qui est l'intoxication alcoolo-tabagique. Il y a des patients qui sont opérés et qui ont bénéficié de cet orifice de respiration, la trachéostomie définitive. Un des jours, en montant du bloc opératoire, j'ai trouvé un patient qu'on a juste opéré il y a une semaine avec une laryngectomie totale et avec un trou de respiration, et le mec il est en train de fumer par le trou de la respiration. C'est grave, et donc il faut insister donc sur l'éducation et sur, bien sûr, c'est trop tard. Pour lui, c'est trop tard, il a eu son cancer et c'est trop tard, et il va bien sûr continuer à fumer. Et donc, il faut toujours attaquer ce risque-là qui expose au principal la hantise pulmonaire, les ORL. Les cancers ORL, généralement, dans 90% des cas, sont des cancers qui sont en rapport étroit avec l'intoxication alcoolo-tabagique.